le journal sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans cette édition. La clôture de la première session ordinaire de l'année 2025 du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui achève cette session sur un bilan plutôt positif. Le président Eugène Akaawele appelle l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans une vision un dynamisme de vivre ensemble pour cette année 2025. Et puis, journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, c'est ce 26 juin. Cette journée interpelle et engage à investir dans la prévention pour une résilience durable. Une action coordonnée sur le long terme avec le thème « Brisons le cycle, stoppons le crime organisé ». C'est l'essentiel pour ces titres. Ce jeudi 26 juin marque dans notre pays la clôture de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui représentait le président de la République à un seul point à l'ordre du jour, le discours de clôture du président Eugène Akaawele. Il s'est réjoui du travail accompli au cours de cette première session de l'année 2025 avec plusieurs avis émis, des conférences et des visites de terrain. Le président du CESEC n'a pas manqué d'inviter les Ivoiriens à œuvrer pour des élections apaisées en octobre prochain. Je vous propose un extrait de son intervention. En cette solennelle circonstance, au nom de mes pairs et à mon nom propre, souligner l'expression de notre infinie reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour la confiance manifestée à l'égard des membres de notre Chambre consultative dans la noble mission qui leur est assignée, celle de contribuer au développement de notre pays et au renforcement de la démocratie participative. Des réformes significatives entreprises depuis plus d'une décennie, grâce à la vision pertinente et audacieuse du premier magistrat de Côte d'Ivoire, ont autorisé les nombreux acquis observables tant sur le plan socio-économique qu'en matière de stabilité institutionnelle, de cohésion nationale et de consolidation de la paix. Tous ces progrès, à inscrire à l'actif de son leadership éclairé, appellent particulièrement les contributions actives des institutions de la République, au nombre desquelles le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Je voudrais, au nom des membres de notre institution, saluer chaleureusement et adresser mes vifs remerciements à Mme Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République. En cette année qui sera marquée par l'élection présidentielle d'octobre prochain, appeler l'ensemble des filles et des fils de la Côte d'Ivoire, ainsi que les sœurs et frères venus des pays frères et amis, à nous inscrire fondamentalement dans le vivre ensemble cher au président Alassane Ouattara. C'est dans cette perspective que je voudrais vous assurer que le Conseil économique, social, environnemental et culturel, reflet des préoccupations des populations, entend poursuivre son engagement à prendre toute sa part conformément aux missions qui lui sont assignées dans la construction de notre pays, et ce, avec la même détermination, la même énergie et le même esprit patriotique qui ont toujours habité ses membres. Au cours de la section qui prend fin, nous nous sommes employés à approfondir davantage les réflexions sur le thème principal de la 13e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi libellé « L'économie sociale et solidaire », tout en ayant à cœur d'accompagner plus efficacement le gouvernement dans l'élaboration et la conduite de ses politiques économiques, sociales, environnementales et culturelles. Et voilà, vision et dynamique de cohésion pour cette année 2025. La Côte d'Ivoire reste aussi focus sur ses objectifs de développement et en termes de réalisation. L'accompagnement de la Banque mondiale n'est pas négligeable pour les pays africains de l'Ouest, du centre aussi, et en particulier pour la Côte d'Ivoire. Le groupe Banque mondiale prépare une rencontre d'ailleurs stratégique sur cet engagement. Les secteurs de l'emploi, de l'électricité, le capital humain et l'intégration régionale sont des priorités fixées à l'horizon 2030. Le vice-président de la République s'est entretenu sur ce sujet avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le récit d'Alexis Ouetraogo.
L'équipe managériale de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, son vice-président Ousmane Diagana était à la présidence de la République. Il a été reçu par Thiemoko Miele-Kone, vice-président de la République. C'était l'occasion pour nous de lui présenter les objectifs de notre présente mission en Côte d'Ivoire qui aura lieu à San Pedro pour 2 jours. C'est une rencontre que nous organisons annuellement, en général à Washington. Cette fois-ci, nous la faisons sur le terrain, en Côte d'Ivoire, avec comme objectif de nous projeter pour les années à venir en termes d'accompagnement de la Banque mondiale pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dans un contexte d'incertitude sur le plan mondial. Avec la réduction des financements de l'aide au développement et les risques sécuritaires dans la sous-région, cette rencontre du groupe doit permettre de se projeter sur un modèle d'accompagnement plus efficace. Comment concrétiser les axes prioritaires de notre stratégie qui consiste à créer davantage d'emplois et de meilleurs emplois pour les pays de l'Afrique en général et des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en particulier. Des emplois qui seraient bénéfique, surtout pour les jeunes et pour les femmes. Ce qui demande, bien entendu, qu'on soit plus efficace dans les politiques de réforme qui sont indispensables pour attirer les investissements, notamment du secteur privé, qui est le secteur par excellence qui crée les emplois. Mais également qu'on renforce, n'est-ce pas, les financements et les actions dans des secteurs créateurs d'emplois, qu'il s'agisse des infrastructures, qu'il s'agisse de l'agriculture, le développement du capital humain, des secteurs comme le tourisme, etc. La question de l'intégration régionale. Les pays ont un destin commun, des destins croisés. Il est important qu'on regarde cela pour voir comment cet espace se développe ensemble. La rencontre veut passer en revue le partenariat de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire. Le pays est à ce jour l'un de ceux bénéficiant des plus importants financements de la banque, avec un portefeuille actuel de 5 milliards de dollars, soit à peu près 3 000 milliards de francs CFA. Rappelons que la banque vient de lancer l'initiative 300 pour accélérer dans les pays africains l'accès à l'électricité de 300 millions de personnes d'ici 2030. Et d'autres partenariats sont en vue. En Angola, Robert Begré-Mambé, le Premier ministre, est en mission de lobbying pour le développement économique et social. Le Premier ministre ivoirien, présent au sommet des affaires États-Unis-Afrique, a rencontré des hommes d'affaires angolais et américains désireux d'investir dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire, suivant ce développement de Herman Guévet. Des hommes d'affaires angolais et américains désireux d'investir en Côte d'Ivoire rencontrent le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. José Severino est le président de l'Association des industriels angolais, une association industrielle angolaise qui compte plus de 100 ans d'existence et qui souhaite mettre son expertise dans plusieurs domaines d'activité au service du développement de la Côte d'Ivoire. L'association affiche son ambition. Aller tout de suite renforcer la coopération entre les deux pays. Après la réunion entre le président de la République et M. le Premier ministre, nous a donné une porte ouverte pour agrandir cette coopération en 6 domaines. Mais surtout le café, le cacao, le bitume que nous avons besoin d'importer parce que notre raffinerie ne soit pas suffisamment capable de garantir le fournissement. Aussi dans le domaine de poulet, parce que nous sommes importateurs, nous avons beaucoup de travail à faire. Je pense que la Côte d'Ivoire et Angola pourraient faire la meilleure coopération dans ce domaine, parce qu'il y a un marché. Nous sommes le marché qu'il y a 35 millions, mais nous sommes la SADC qui sont 250 millions. Seconde audience accordée à Bartolomeo Diaz, président directeur général du groupe Bartolomeo Diaz. Le groupe est spécialisé dans la transformation du latex. Il fournit également du matériel de construction. Il souhaite explorer différents secteurs d'investissement en Côte d'Ivoire. O encontro foi muito positivo. La réunion était positive. Nous avons échangé nos impressions sur la coopération commerciale entre les deux pays.
On a découvert qu'il y avait des intérêts de négoce pour les deux parties. Et on est intéressé à avoir une visite d'exploration en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui produit du latex. Nous, on va maintenant ajouter une valeur qui est la transformation sur place du latex pour pouvoir faire des gants hospitaliers et de l'équipement hospitalier. On a cette expérience. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé s'est également entretenu avec la présidente du Corporate Council on Africa, le Conseil des entreprises pour l'Afrique, l'organisme en charge de l'organisation du sommet des affaires États-Unis-Afrique, Florie Laiser. Nous avons une très bonne rencontre avec le Premier ministre. Nous avons parlé donc des relations bilatérales et économiques entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, compte tenu des entreprises qui sont membres de CCA et qui interviennent dans ce secteur. Nous avons également discuté de la possibilité pour que la Côte d'Ivoire soit le pays hôte du sommet l'année prochaine. Si la Côte d'Ivoire était choisie pour abriter le prochain sommet des affaires États-Unis-Afrique, quels pourraient être les bénéfices pour le pays? Mais il n'y a que du bonus. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique d'ouverture avec tous les pays amis, et particulièrement avec les États-Unis. Et si nous sommes retenus pour l'année prochaine, on serait heureux de recevoir ce grand sommet parce que les entreprises américaines viennent en grand nombre et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, elles seront là en grand nombre. Plusieurs autres hommes d'affaires intéressés par la destination Côte d'Ivoire ont été reçus par le chef du gouvernement en marge de sa participation au sommet des affaires États-Unis-Afrique, sommet au cours duquel le président angolais João Lourenço a appelé les États-Unis à adopter une vision différente du continent, favorable à une politique de partenariat véritable plutôt qu'à une politique uniquement basée sur l'aide. Le climat des affaires s'annonce encore plus florissant. Et pendant ce temps, la météo à Abidjan affiche ses voyants jaunes. À Abidjan en particulier, ce jeudi 26 juin 2025, aux premières heures de la matinée, de fortes pluies se sont abattues sur la ville, d'où l'alerte météorologique livrée dès 7 heures du matin par la Sodexam. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire a également donné l'alerte sur les régions du Sud Comoé, de Lamé, de l'Agnébitiassa, des Grands Ponts et du Lodjibois. Pour l'heure, aucun rapport indique de nombreux dégâts majeurs, si ce n'est la montée des eaux dans certaines communes du district d'Abidjan. Il est toutefois essentiel de rester vigilant. Ce 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, journée qui interpelle et engage à investir dans la prévention pour une résilience durable, une action coordonnée sur le long terme avec le thème « Brisons le cycle, stoppons le crime organisé ». Voyons comment cela s'organise dans notre pays avec Davis Soyo. Au moment de célébrer la journée internationale de lutte anti-drogue ce 26 juin 2025, la Côte d'Ivoire renforce son arsenal juridique et mise sur la prévention pour enrayer le fléau de la drogue en phase avec les engagements internationaux. À travers des lois fermes et une stratégie axée sur la prévention, le pays envisage franchir un cap important dans la lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants. En 2024, plus de 135 agents des forces de l'ordre ont été formés aux enquêtes complexes et environ 50 professionnels en prévention et traitement ont suivi une formation dédiée. Sur les 3 dernières années, nos actions ont conduit à la saisie et à la destruction massive de drogues et infrastructures illicites. 39 047 tonnes de cannabis, plus de 2 tonnes de cocaïne, 26 587 kg d'héroïne, 1 121 628 tonnes de produits médicaux falsifiés, 3 571 fumoirs démantelés, 7 626 personnes renvoyées devant la justice. Je salue l'engagement inlassable de la police, de la gendarmerie, des douanes, de la police maritime, des eaux et forêts, ainsi que des unités spécialisées. Instaurée par les Nations Unies en 1887, cette journée internationale vise à renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie.
Et cette petite enquête à présent sur les boissons énergisantes, elle donne du tonus, mais une énergie qui peut aussi faire mal. Elle s'arrache dans les rues, sur les gares et dans les boutiques. Les boissons énergisantes séduisent un large public en quête de gain de vitalité. Les jeunes sont en tête de liste, mais derrière ces canettes colorées, il se cache un cocktail de caféine, de sucre et d'additifs parfois mal compris et aux effets souvent sous-estimés. C'est un danger méconnu dont nous parle Ismaël Efradéo. Nous sommes à la mi-journée dans la capitale économique ivoirienne. Le trafic est plutôt dense avec une température avoisinant les 28 degrés Celsius. Un moment de la journée où se rafraîchir prend tout son sens. Certains commerces ont flairé le business et tiennent une activité de vente de boissons dont une gamme se distingue particulièrement. Les boissons énergisantes. S'il y a soleil, je peux prendre même 3 cartons, ça peut venir un jour. En tout cas, ça marche. Les gens veulent ça, ça. Je ne prends pas les autres là beaucoup. Je peux vendre 5 paquets, 6 paquets. Je gagne 5 000. Souvent 6 000, souvent 10 000. Dans les gares routières, marchés ou encore les quartiers animés, ces produits connaissent un franc succès. Présentés comme un coup de fouet instantané, bon nombre de clients y ont recours. Ça nous soulage, par exemple, la sucrerie que j'ai choisie, ça me remonte. Voilà, c'est comme un remontant en fait. Voilà, donc quand je prends ça, je pense que dans ma journée, ça va. À chaque moment, quand je finis de manger, je bois. Et ça, à la maison, ça dans mon frigo. Je bois. À chaque jour, je prends thé et la fille. J'ai l'habitude de boire. Ça va. De la caféine à la taurine, des vitamines, des glucides, des édulcorants, en passant par des extraits de plantes, autant de composants ingurgités par les consommateurs une, voire 2 fois par jour. Une composition qui peut être lourde de conséquences pour la santé. C'est ce que nous apprend professeur Eloge Cramo, cardiologue et directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Pour ce qui est de la caféine, pour un adolescent, la dose maximum par jour se situe autour de 100 mg. Donc ça veut dire qu'en prenant une canette déjà par jour, la personne atteint le seuil maximum de caféine. Le sucre, comme je dis, 7 carreaux et demi. Donc une deuxième canette, c'est que vous avez pris 15 petits carreaux à la deuxième canette. Pour ce qui est du cœur, il va avoir des palpitations, donc une accélération du rythme cardiaque. Qui dit accélération du rythme cardiaque va dire aussi élévation de la pression artérielle. Au niveau du cerveau, ça va être de l'irritabilité, les troubles du sommeil. Et ça survient, comme je dis, avec une consommation qui est dite abusive. La consommation abusive pour l'adolescent et le jeune intervient quand il y a plus de 4 canettes consommées par semaine. Très à la mode, ces boissons sont aussi consommées dans un cadre festif pour rester éveillé jusqu'au bout de la nuit. Le souci, boissons énergisantes et alcool ne font pas bon ménage. Ça va faire que l'effet de l'alcool va être accru. La caféine contenue dans les boissons énergisantes va potentialiser l'effet de l'alcool pour le rendre plus délétère. Donc prendre une canette au passage, parce qu'on veut avoir la pêche, c'est pas interdit, mais c'est la quantité. Et pendant que c'était enchaîne les canettes pour rester éveillé ou performant, d'autres comptent les profits. De leur côté, les professionnels de santé sont formels. Une canette par jour maximum. Pas en combinaison avec de l'alcool, ni avant un effort physique intense. Les femmes enceintes et personnes souffrant de maladies cardiaques devront quant à elles s'abstenir totalement. Et sur le sujet, il ne faudrait pas oublier qu'il y a en Côte d'Ivoire un arrêté interministériel qui porte interdiction de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des boissons énergisantes alcoolisées. Un arrêté qui stipule, selon ces articles, que la fabrication, l'importation, la commercialisation des boissons énergisantes alcoolisées sur l'ensemble du territoire national sont interdites. On entend par boissons énergisantes alcoolisées tout produit se présente
présentant sous forme de boisson ou de concentré liquide et possédant des propriétés stimulantes au niveau physique et intellectuel et qui associe l'alcool à d'autres composants tels que la caféine, la taurine, la gluconolactone, des extraits de plantes comme le guarana ou encore le ginseng. Et le non-respect de ces dispositions est formellement puni par la loi ivoirienne. Dans la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire, dans l'ouest du pays, précisément à Mans, une sensibilisation s'est faite auprès des populations, une initiative dans la capitale de la région du Tompi dont nous parle Christ Diomandé. Renforcer les compétences des acteurs de terrain, éveiller les consciences sur le risque économique, sanitaire et sécuritaire lié à la contrefaçon. Voici entre autres les objectifs de cette tournée nationale de sensibilisation et de répression à Mans dans la région du Tompi, initiée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC. Ils nous ont montré qu'est-ce que les produits contrefaits et les produits vrais. J'irai dans les associations pour informer les femmes, pour leur dire de ne pas vendre les produits contrefaits et de ne pas aussi acheter parce que ça nuit à la santé. Pour cette étape, le CNLC veut également alerter la population sur les dangers des produits contrefaits. Au niveau de la santé, il y a une recrudescence de certaines maladies actuellement en Côte d'Ivoire qui pourraient être liées à la consommation de produits, de médicaments de mauvaise qualité ou contrefaits, falsifiés. Dans les produits de contrefaçon que nous cherchons à éliminer, on a déjà eu ici, en Côte d'Ivoire, à faire des saisies d'huile de frein, d'huile de moteur, etc., qui sont quand même utilisés pour les voitures, qui pourraient peut-être expliquer certains accidents. Le préfet de région du Tompi met en lumière le bien fondé de cette campagne avant de lancer un appel aux acteurs locaux. Je voudrais vous inviter tous à suivre avec beaucoup d'attention cette session de formation ou d'information, de sensibilisation, afin d'améliorer donc les résultats du travail que vous faites si bien. Créé en 2013, le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC a pour mission de lutter contre la contrefaçon et le piratage dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation des biens et services sur toute l'étendue du territoire national. Et pour une surveillance accrue des produits sur les marchés, l'administration ivoirienne passe au numérique et à Agboville. C'est une transformation digitale qui a pour but de renforcer les compétences et rapprocher le service public de tout citoyen. Une centaine d'agents de l'État a été outillée pour une gestion publique plus efficace et plus moderne. Suivons ce reportage de Eugène Toubé. À l'auditorium de la préfecture d'Agboville, la SNDI, Société nationale de développement informatique, rencontre l'ensemble du corps préfectoral des localités qui composent la région de l'Anyébi-Tiassa et un parterre d'agents fonctionnaires des administrations déconcentrées décentralisées de cette région. Au centre des échanges, les missions de la SNDI et l'engagement de l'État à moderniser l'administration ivoirienne. Projet qu'exécute cette structure sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Une rencontre à valeur de prise de contact avant la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires agents de l'État sélectionnés dans plusieurs localités de l'Anyébi-Tiassa. Un usage adéquat de l'outil informatique. J'ai Internet, j'ai un mail. Si moi-même je ne sais même pas encore utiliser un courriel, je suis pratiquement un analphabète d'état moderne. Des places horaires vous ont été indiquées. En fonction de votre désirata, en fonction de votre emploi du temps, vous venez vous former. Pour mieux comprendre ce que c'est que l'outil informatique. Ce programme fait partie des axes stratégiques de développement de l'économie numérique dans notre pays. Pour réussir ce programme à l'échelle nationale, afin que tous les fonctionnaires et agents d'État soient des sachants en numérique, c'est-à-dire des acteurs compétents pour soutenir l'avènement d'une administration numérique et efficace dans notre pays. La mini-cité financière d'Agboville sert de cadre à la formation de ses fonctionnaires et agents de l'État en service dans la région de l'Anyébi-Tiassa. Les formateurs sont tous issus de la SNDI, la Société nationale de développement informatique qui aujourd'hui se positionne comme le catalyseur du passage à la dématérialisation des démarches et procédures administratives dans tous les services publics dans une perspective de tout numérique de l'administration ivoirienne.
Parlons à présent de logique des chiffres, théorèmes dans l'univers rigoureux des mathématiques à l'université Félix Houphouët-Boigny qui accueille la toute première école de mathématiques africaine. Au programme, il y a des analyses statistiques de haut niveau et intégration de l'intelligence artificielle dans un monde où les données façonnent les décisions. C'est un rendez-vous académique qui est piloté par l'INPHB et l'ENCA avec des délégations venues de plusieurs pays du continent africain. Nadège Kassi et Jean-Marc Djadji nous en parlent. Une cinquantaine de jeunes chercheurs et doctorants participent à la première édition de l'école mathématique africaine. Objectif, améliorer les sciences des données statistiques. Le professeur Nyagne Kofi Yolande, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, salue l'engagement des participants et félicite cette initiative, pilier pour le développement économique et social. Mes plus vives félicitations à l'université Félix Houphouët-Boigny, à ses partenaires, au corps enseignant. Votre travail contribue à hisser notre pays au rang des pôles d'excellence en formation mathématique sur le continent. Cette école de mathématiques africaine 2025 porte également sur le clustering, les réseaux de neurones de base et l'optimisation de l'intelligence artificielle. Cet événement est à l'initiative de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA en partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Et après des équations complexes, le mérite est bien sûr savouré à l'UFR Sciences Structure de la matière et technologie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les meilleurs étudiants de la promotion 2023-2024 sont célébrés. Une cérémonie de graduation placée sous le regard bienveillant du ministre Adama Diawara pour encourager l'excellence et préparer pourquoi pas l'avenir professionnel de ces lauréats. Ismaël Evrardeo et Jean-Marc Djadji. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche des sciences structures de la matière et technologie peuvent pousser des cris de joie et esquisser des pas de danse. Les majors, issus des différentes promotions des cycles licence et master, sont récompensés pour leurs meilleurs résultats au terme de l'année académique écoulée. Je suis très heureuse de faire partie de la première génération et que cette édition qui a pu se faire cette année, qu'elle puisse se faire de génération en génération. Faisant partie des majors de ma promo, j'ai reçu un prix spécial. Très heureux et motivé aussi pour la suite de mes études. Cette célébration, la première du genre, est pilotée par le Collège des délégués de l'unité de formation et de recherche de l'université Félix Houphouët-Boigny. Thème choisi, sciences et technologies, une génération en marche vers l'excellence. Nous espérons que cette rencontre soit le début de nouvelles synergies, de stages, de projets communs et pourquoi pas d'emplois à venir. Une culture de promotion de l'excellence qui fait l'objet d'attention particulière auprès du ministre de tutelle, Adama Diawara, parrain de l'événement. Je voudrais vous inviter encore à l'excellence et à la persévérance pour effectivement poursuivre vos études et plus tard avoir aussi un travail de qualité dans un monde de plus en plus compétitif. Clou des festivités, la remise officielle des diplômes à 98 nouveaux diplômés de licence 3 de l'année universitaire 2023-2024. Et on se rend tout de suite au centre de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de la capitale Yamoussoukro. Nous sommes à Atié-Gouakro, une ville du futur au centre de notre pays. L'essence du développement local là-bas portée par des femmes. Un dynamisme féminin dont témoigne la municipalité que dirige Jérôme Kwame, suivant ce commentaire de Franco Adio. À 14 km de Yamoussoukro, la capitale politique, Atié-Gouakro. La commune fait aussi partie du département du même nom et ce jour, une ambiance particulière règne. C'est la journée hommage aux femmes, rassemblées sur la place dans une atmosphère festive. L'initiative du premier magistrat de la commune, Jérôme Kwame, vise à célébrer l'autonomisation de la femme rurale. L'État a déjà pris des dispositions pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir un meilleur niveau de vie. Au niveau des élus, nous faisons des efforts d'alléger effectivement leurs conditions de vie. Nous avons construit un grand marché pour permettre aux femmes de pouvoir vendre les petites activités
qu'elle mène. Donc voici un peu les actions que nous menons pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir avoir des ressources nécessaires pour financer les études de leurs enfants, financer leurs activités propres et faire en sorte effectivement que leur niveau de vie augmente. La femme ou encore la mère au cœur de la consolidation du tissu social, la représentante du parrain Amédée Kwaku Kofi, président de l'association des cadres du Centre pour le développement, rappelle cette dimension, raison de la célébration ce jour. L'engagement des femmes pour le développement local à Atieguakro appelé à se dynamiser et l'émulation est suscitée par remise de cadeaux et prestations artistiques. Poursuivons hors de nos frontières avec ce bilan macabre en Centrafrique, un bilan évolutif passé de 10 à maintenant 29 morts après la tragédie au lycée Barthélemy Boganda donc de la Centrafrique. Le bilan donc est de 29 morts et de centaines de blessés, 269 à 16 heures après des scènes de panique dans la ville de Bangui lors des épreuves du baccalauréat. L'explosion d'un transformateur a provoqué une bousculade meurtrière et le président Touadéra a décrété 3 jours de deuil national. Et c'est le dernier mot de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez vigilants surtout sur la météo et portez-vous bien.